Le ciel est bien ensoleillé en cette journée du vendredi 18 octobre 2024. La température indique 27 degrés à l'ombre. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13 h. Voici les titres. Mort ce jeudi du général François Kouyami, ancien directeur de la Sûreté nationale et ancien ministre. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans en France. Les précisions dans ce journal. L'épisode du feuilleton du mois de ce vendredi nous amène dans une immersion chez les émigrants de Djougou. Tout savoir sur les hymnes de cette localité et les difficultés auxquelles ils sont exposés, c'est dans un instant. Et puis, nuit des premiers de l'École supérieure de management ESM Bénin, les meilleurs diplômés de l'année 2022-2023 ont été célébrés. C'était sous le parrainage du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropos. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. La nouvelle est tombée depuis hier. Le général François Kouyami, directeur de la Sûreté nationale sous le régime révolutionnaire, est décédé dans la matinée du jeudi en France. Personnalité de premier plan de la révolution marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou, il a été ministre de la fonction publique, de la jeunesse et de la culture politique ainsi que des sports. Le général Kouyami va ensuite servir sous Nicéphore Soglo sous le renouveau démocratique en tant que directeur de la gendarmerie nationale. Il accédera au grade de général le 25 avril 1996, ceci en reconnaissance à son parcours. Puisse son âme reposer en paix. Nous parlons mode à présent. Ils sont presque inséparables, les femmes et leurs sacs à main, tellement indissociables qu'on est curieux de savoir ce qu'elles peuvent bien y mettre pour les traîner partout. Que ce soit pour le travail, les loisirs ou pour diverses sorties, on retrouve toujours les femmes avec cet accessoire de mode. Samira Touméré s'est donc intéressée au contenu de cet accessoire. Voici son reportage. Cotonou et dans d'autres grandes villes du Bénin, la plupart des femmes ne pourraient jamais sortir sans un sac à main. Les raisons avancées par ces dernières varient d'une femme à une autre. Le sac à main, là, c'est ça qui fait la femme. Et c'est ça qui fait la beauté de la femme. Et souvent, la femme, elle a ces petits trucs-là dans le sac qu'elle peut garder, qu'elle ne peut pas garder dans la main comme l'homme en partant, quoi. Moi, j'ai une moto, par exemple. Donc, pour conduire, je dois mettre mon téléphone quelque part. Donc, on doit garder nos sacs pour mettre nos téléphones dedans. Le sac à main pour une femme, une demoiselle, c'est indispensable. Pour me sortir, aller en ville, aller quelque part, je dois l'avoir parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Puisque j'ai des choses qui me sont indispensables que je dois porter. Le contenu des sacs à main des femmes relève d'un vrai secret qu'on ne peut découvrir qu'en jouant les fouineurs ou seulement en requérant leur autorisation. L'exercice avec quelques femmes nous fait découvrir bien des choses, parfois inimaginables. Mon sac contient mon téléphone, ma pièce d'identité, des tampons si possible, et mon chargeur, mes lunettes. La liste des objets qu'on peut retrouver dans les sacs à main des femmes n'est pas exhaustive. Je mets souvent d'abord le téléphone, ça c'est la première des choses. Le chargeur, ça je n'en mets pas tout le temps, mais toujours la boîte de craie pour rafraîchir le visage à un moment donné, quoi. Voilà. J'ai des portes et choses là, des porte-monnaies. J'ai des livres parce que je dois lire. J'ai mes clés. J'ai un peu de lotion pour passer sur le corps parce que je suis en voyage. Il y a un peu de tout. Mon mouchoir. Ce que moi je mets souvent dans mon sac, peut-être des produits de beauté. Si par exemple je suis allée à un endroit, je vois mon maquillage, ça s'est effrité un peu, je peux m'arranger un tout petit peu. À part ça, il y a certains trucs de femmes un peu intimes que je peux mettre dans le sac.
pour pouvoir, à un moment donné, faire le ménage à mon niveau, quoi. Les sacs, également accessoires de mode, sont très souvent choisis avec minutie par les femmes pour mettre en valeur leur style vestimentaire. Ici, la couleur, le volume, la forme et la matière comptent beaucoup. Si je dois aller au travail, il y a un sac pour ça. Mais si je dois sortir, il y a des sacs pour ça. Quand tu portes certaines chaussures, ça doit aller avec le sac, quoi. Au bout de cette quête, la vérité émerge. Les sacs à main sont à la fois des outils pratiques et représentent un véritable compagnon pour la gente féminine. Voilà pourquoi elles ne peuvent s'en passer. Le dernier épisode du feuilleton du mois nous amène à la rencontre des conducteurs de taxi moto de Djougou. Comme dans les grandes villes du Bénin, ces étudiants contribuent au déplacement des personnes. C'est un métier certes utile pour les usagers de la route, mais très éprouvant pour les conducteurs. Entre accidents de route et violences de toutes sortes, ils sont constamment sur le qui-vive. Suivons le reportage de Ulrich Gaba et Idéron Pévi à ce propos. Comme dans toutes les villes du Bénin, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émidiants, occupent une place de choix dans le transport des personnes dans la ville de Djougou. Sur les carrefours et bien d'autres points stratégiques de la ville, ils sont toujours à l'affût de la clientèle. Un client avec lequel faire rapidement des courses moyennant une modeste rétribution, c'est le quotidien de ces hommes en uniforme. Dès qu'il a commencé ce métier-là, ça veut dire qu'il fait 15 ans, il est dans ce métier. Pourquoi il a choisi ce métier? Il faisait les travaux forcés de gauche à droite, sans gain. Il y a de cause bon. Avec ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit bon. Dès que tu fais des travaux forcés, c'est pas, il ne vole pas, hein. Il a les travaux forcés, des tricycles, ça va, c'était pousse-pousse, c'est pas physique, c'était les pousse-pousse. Il faisait ça, bon, quelqu'un l'a dit bon. Si tu avais pris la moto là, comme travail payé, tu n'as pas s'en sortir. C'est de là qu'il a pris la moto là, travail payé, une vieille moto. Avant qu'il ne s'en sorte, il va filer l'argent là, la moto là, elle est déjà pourrie. Pour cela, avant qu'il va encore revendre la moto là, il a encore acheté une autre moto pour que ça serait le complément de l'ancien. Avant qu'il ne finisse, c'est les difficultés qui s'en chargent. S'il avait les travaux des États, de l'État ici, qui engage, là ça va diminuer ce qu'il est en train de trouver aujourd'hui. C'est Mayara Kanera, de Nera Lati, Kaya Kalutuka Kaitagori, travail payé bon Raguna Halmososo. Jamais loin des gares routières et autres parcs de stationnement ou d'arrêt de bus, les émidiants circulent de jour comme de nuit. Ces facilitateurs de transport côtoient en permanence les dangers de toutes sortes. Un métier pénible certes, mais c'est ce qui leur permet de faire face aux charges familiales. Des malheurs dans le travail parce que on nous tue, on nous poisonne, on nous tape les marteaux sur la tête. Parce qu'il y a beaucoup de manières qu'il faut pour nous arracher les motos. Parce qu'il y a trop de difficultés qui racontent dedans. Des accidents de circulation en passant par les risques de cambriolage et même d'agression physique, les émidiants sont constamment exposés aux dangers. Ils connaissent tous les risques du métier, mais à défaut du mieux, ils n'ont que ça pour joindre les deux bouts. Toujours à Djougou, les tricycles sont quant à eux sollicités pour le transport des marchandises à travers la ville et vers les marchés environnants. Mais depuis quelques années, la prolifération de ce moyen de transport réduit la rentabilité commerciale et l'inobservance du code routier oblige aussi la police républicaine à être sur le talon de jour comme de nuit. Nous retrouvons Ulrich Gaba qui nous propose une incursion dans l'univers des tricycles de Djougou. Carrefour où l'on peut venir négocier les tricycles dans la ville de Djougou, dans le département de la Donga. Ces engins
sont de plus en plus sollicités dans le transport des marchandises à travers la ville ou sur des distances relativement courtes. Mais la prolifération de ce type de moyens de transport rend aujourd'hui le secteur moins rentable selon les acteurs eux-mêmes. Avant, on sort là, on gagne 50 000 par jour. Avant, le temps qu'il n'y a pas beaucoup de tricycles, 50 000, 100 000, on gagne. Maintenant, moi j'ai mon propre tricycle. Maintenant, comme je sors, je peux faire un mois, je ne gagne pas l'argent. Avant, si on cesse tricycle, c'est si on trouve à Carrefour ici. La peur du policier est la plus grande préoccupation de ces conducteurs de tricycles. Ils estiment qu'ils sont presque tous les jours victimes de harcèlement. À cause de petits marchés, moi là où je suis, j'ai peur à cause des policiers. C'est pas que je ne suis pas à Zou. On est à Zou. Quand même, c'est là. Quand tu passes, en même temps, ils te demandent les papiers. Même s'ils ne demandent pas les papiers, en même temps, ils te disent que donne l'argent. Et souvent, avec nos passagers, si on prend un apprenti, il reste sur notre caisse ici, là. C'est un apprenti. Même s'il a porté casse et vous allez là, il y a un policier qui va vous arrêter, va dire pourquoi vous êtes à deux sur le tricycle. Le tricycle ne prend pas des personnes humaines. Donc il faut qu'on fasse descendre les apprentis. Même si c'est un bagage, même si c'est les bœufs que nous transportons, les moutons, ils vont nous arrêter, demander les papiers des moutons et les papiers des bœufs. On ne sait pas où faire ces genres de papiers-là. Mais à la question de savoir si ce n'est pas la non-observance des règles du code routier par les conducteurs eux-mêmes qui oblige les agents de la police républicaine à être plus rigoureux dans les contrôles, voici la réponse. Oui, c'est vrai. Pourquoi ils ne respectent pas le code de la route? Parce que c'est le niveau qui sont l'entrée dedans. C'est le niveau. La personne, sa maman il a acheté tricycle pour la donner, sa papa il a acheté tricycle pour la donner. C'est ça qui amène les problèmes. On nous exige à faire des permis, mais on n'a pas une structure qui a mis à place pour nous faciliter le fait de faire les permis là. Et il y a certains qui ont les petits permis de voiture là, qui conduisent avec. Une autre préoccupation des conducteurs de tricycles, c'est l'arrêté préfectoral qui fait injonction à tous les acteurs de ce type de transport de libérer la circulation routière aussitôt après 19 h. Une décision qui n'agrée pas du tout les conducteurs, puisque la plupart de leurs marchés s'exécutent la nuit à l'arrivée des taxis et surtout des bus. Moi, avant-hier, j'ai parti à quelque part. On m'a dit ça. Et le policier nous a dit qu'à partir de 19 h, il ne veut pas nous voir, on est en train de cycler. Maintenant, tu as resté depuis le matin, tu n'as pas travaillé. C'est 19 h, on t'a appelé de venir trouver 1000 francs. Ils vont te dire d'arrêter. Est-ce que ça peut aller comme ça? On a compris que peut-être ça cause des accidents, ils refusent. Bon. Et on s'est entendu, au moins il faut avoir des feux de gabarit tricolore sur les tricycles. Bon, si c'est sur ça, ils ont exigé, ça serait bon. Mais le fait de dire de ne pas circuler, par exemple les bus qui arrivent à 20 h, à 22 h, ils vont vous appeler, venez me ramasser les bagages. Or, ça fait ça, nous, au moins, on se débrouille, on ne peut pas nous interdire. Donc, les autorités n'ont qu'à revoir la situation et de bien gérer avec nous et nous aider. Malgré les difficultés du secteur, le requiem des tricycles n'est pas pour bientôt. Bien au contraire, de nouveaux acteurs font leur entrée pour satisfaire la demande parfois élevée au sein de la clientèle. Un navire médical chinois a mouillé les eaux béninoises. Il s'agit du bateau hôpital Arche de Paix accueilli ce jeudi au port autonome de Cotonou. Il va contribuer à soigner plus de 3000 patients béninois en une semaine, signe de la coopération sino-béninoise. Une forte délégation composée d'officiels béninois et des ressortissants chinois était au port de Cotonou pour accueillir ce navire et ses occupants dans une ambiance très joyeuse et conviviale. Voici le reportage. C'est sous une pluie battante que le navire médical chinois Arche de la Paix fait son entrée dans le port de Cotonou. Malgré la pluie, la foule composée de Chinois et de Béninois est restée fortement mobilisée avec une ambiance qui témoigne de la ferveur des relations entre les deux pays.
La partie béninoise, composée des ministères de la Santé, de la Défense et conduite par le ministère des Affaires étrangères, est reçue à bord du navire médical chinois. Une visite guidée, ponctuée d'une séance d'échange entre les deux parties. Depuis la normalisation de nos relations diplomatiques entre nos deux pays, il y a 52 ans, c'est la première visite. C'est la première visite après l'établissement de partenariats stratégiques entre nos deux pays, après le sommet du FOCAC, Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est une visite de santé, une visite d'échange militaire, aussi une visite de paix et d'amitié. L'arrivée du navire pour nous est un signe très important. C'est le symbole de cette amitié renforcée que le Bénin et la Chine se permettent d'entretenir sous la houlette des deux dirigeants, des chefs d'État. Je voudrais donc vous remercier pour cet honneur qui est fait au Bénin avec l'arrivée du navire et également vous remercier au nom de tous les patients, de toute la population béninoise qui aura l'occasion à travers cette arrivée de bénéficier gratuitement des soins de santé. Du 17 au 24 octobre 2024, des centaines de patients béninois auront la chance de se faire ausculter puis traiter par les médecins chinois. Cette belle histoire entre la Chine et le Bénin est également marquée par ce présent gracieusement offert au gouvernement béninois avec la casquette de bord du navire médical Arche de la Paix qui confirme ainsi l'ancre jetée pour une semaine d'amitié, de coopération et d'entraide. Espérons que ce souvenir vous plaira. Et puisqu'on parle de santé, le ministère en charge de ce département est revenu sur l'importance de cette mission pour les populations du Bénin. Il rappelle également les dispositions qui sont prises pour que les populations bénéficient effectivement de cette mission médicale. Je vous invite à suivre les explications du Dr Petas Akogbeto, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je pense que l'arrivée du navire l'Arche de la Paix au Bénin, qui est un hôpital, un navire hôpital, est pour nous vraiment un signe, je dirais, de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Je dois rappeler que depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment, des dons de matériel, la construction d'hôpitaux également. Les dons de vaccins, on en a connu dans ce pays au temps fort de la Covid. Et ce jour, nous sommes là pour recevoir le navire Arche de la Paix. Un navire qui est là pendant une semaine, du 17 octobre au 24 octobre, pour donner des soins gratuitement aux populations béninoises. Il y aura des consultations gratuites qui seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale et des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion, encore une fois, de remercier la Chine pour son geste de solidarité et vraiment inviter la population à sortir massivement pour se faire consulter, dépister et éventuellement opérer si besoin était. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris disposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant secondairement se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire. Et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde, normalement, pour cette mission médicale chinoise.
Un mot politique dans cette édition Marche pacifique pour dire non au coup de force au Bénin. Les militants du bloc républicain de la 14e circonscription électorale ont emboîté le pas à leurs homologues de la 13e. Ils ont aussi exprimé leur indignation face à l'affaire de tentative de coup d'État. Ils ont saisi l'occasion pour témoigner leur solidarité au chef de l'État visé par une tentative de coup d'État. Les députés à l'Assemblée nationale, les élus communaux et locaux BR ont soutenu le mouvement Alassane Harouna. Abdou Sabi Idrissou. C'est une marée humaine, quelque peu désolée et attristée par ce qui fait l'actualité sociopolitique dans le pays, qui a fait le déplacement de Basila en provenance de Kopargo, Ouaké et bien évidemment de Basila. Ces militants et sympathisants du bloc républicain sont ici pour apporter leur soutien et compatir à la douleur du chef de l'État visé par une tentative de coup d'État. C'est à travers cette marche pacifique à laquelle se sont associés honorables députés et élus communaux. Nous marchons aujourd'hui pour dire non à toute tentative de remise en cause de la démocratie par la force. Des événements qui se produisent dans notre pays aujourd'hui nous affectent. Et les populations de la 14e disent non à cela. L'honorable Hassan a déjà décrit le contexte. Ce que je voudrais ajouter est que nous disons non à un coup de force au Bénin et que nous soutenons fermement le président Patrice Talon et le président ABT. À la place publique de Basila, point de ralliement de cette marche, les coordinations communales BR, par la voix de leur porte-parole, vont délivrer un message pour fustiger l'acte antidémocratique déjoué. Nous, population de Basila, de Kopargo et de Ouaké, condamnons fermement toute idée de prise de pouvoir par la force, car nous sommes profondément attachés à la démocratie et donc à l'alternance par la voie des élections. Nous sommes profondément convaincus que l'application des résolutions de la conférence nationale, qui constitue la base consensuelle de notre vivre ensemble, ne fait aucune place à un coup de force politique, quels que soient les motifs. Il existe toujours dans les dispositions constitutionnelles et légales une réponse et une solution pacifique à tout problème et à toute frustration née de nos relations interpersonnelles et administratives. Merci pour cette déclaration que je viens de recevoir. Je la transmettrai à qui de droit, comme souhaité. Et rassurez-vous, cette déclaration sera remise au chef de l'État à main propre par le ministre d'État, M. Abdoulaye Biochane. Je vous remercie. La 14e circonscription électorale derrière Talon. Dieu protège Patrice Talon. Non au coup d'État au Bénin. Vive la démocratie. Les putschistes dehors. Vive ABT. Vive Talon. Ce sont là quelques messages inscrits sur les différentes pancartes. Et comme promis aux militants, les maires de Djougou et Basila ont transmis les déclarations lues lors des marches acquis de droit. Ils étaient au domicile du président du bloc républicain Abdoulaye Biochane pour lui transmettre ces déclarations des populations afin qu'il puisse les transmettre à son tour au chef de l'État, le président Patrice Talon. Suivons ensemble le propos recueillis par Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. Ayant appris la tentative de coup d'État, toute la commune de Djougou a été offusquée. La population de Djougou a voulu dire non. Tous ceux qui veulent le pouvoir n'ont qu'à s'aligner et aller aux urnes. On ne peut plus accepter qu'il y ait la prise du pouvoir par la force. Donc c'est pour que vous puissiez transmettre au président Patrice Talon leur déclaration et leur émotion, leur rejet total de coup d'État au Bénin
qu'ils m'ont remis cette déclaration qu'ils ont eu à faire afin que je vous remette ça pour que vous donniez au président de la République. Donc c'est au nom de tout le conseil communal de Djougou et de toute la population de Djougou que je vous remets cette déclaration. Suite à la tentative de coup d'État, les populations de la 14e n'ont pas voulu rester en marge de la protestation générale contre cette action. Et donc les populations, à la suite de la marche, sont venues vers moi pour me lire une déclaration lue très solennellement devant tout le public et me charge de vous porter cette déclaration. Et elle souhaite qu'à votre tour, très respectueusement, que vous puissiez remettre cette déclaration en main propre au président de la République, le président Patrice Talon. Merci beaucoup pour le message. Je vous promets que, bien sûr, je remettrai en main propre la déclaration au chef de l'État. Mais je veux d'ores et déjà vous remercier en son nom et à mon nom propre pour cette manifestation de soutien. Parce que je veux surtout retenir cela. Nous acceptons et nous notons le soutien important qui a été exprimé par cette manifestation d'hier au chef de l'État et à son gouvernement. Mais aussi, c'est une marche de dénonciation contre une tentative qui ne sied plus à notre pays, qui est rejetée, vous l'avez dit, par tout le monde dans ce pays. Merci. On parle éducation à présent, deuxième édition du colloque scientifique international des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'événement s'est déroulé sur le campus de l'UNSTIM qui porte également l'initiative. Le rendez-vous a réuni acteurs académiques et du monde de la recherche, enseignants, doctorants et autres. Le thème retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable ». Plus de précisions dans ce reportage de Imet Elena Moussou. Initiative de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM, la rencontre est à sa deuxième édition. Ce colloque scientifique international a rassemblé les acteurs académiques et du monde de la recherche, enseignants, doctorants et mémorants venus d'ici et d'ailleurs. À travers cet événement, nous souhaitons promouvoir la production et la diffusion des résultats de la recherche et consolider le label Made in Benin. Nous sommes fermement convaincus, chers participants, que ces éléments constituent des leviers essentiels pour favoriser le développement durable de notre pays et de notre continent. Avec pour objectif de renforcer les acquis de la première édition, ce colloque scientifique vise également à susciter chez les participants un véritable intérêt pour la production scientifique, l'innovation technologique et la valorisation des savoirs. Le thème retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable ». Après les échanges que j'ai pu noter, c'est que votre université est sur le chemin justement de mettre en place cet écosystème qui va permettre aux étudiants de développer leur talent. On a des jeunes qui sont très intelligents, capables de développer leur talent, mais l'environnement n'est pas favorable. Aujourd'hui, l'un des freins, et c'est un plaidoyer que je fais vis-à-vis de nos gouvernants en général, en Afrique de l'Ouest en particulier, c'est d'investir dans la jeunesse. C'est de créer des systèmes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au financement. Il faut que nos États prennent conscience de cela et s'investissent. Au niveau légal, j'ai cru comprendre que le Bénin a pris des lois qui permettent effectivement la mineure. Maintenant, il faut que ce soit suivi des faits. Cet événement marque une étape décisive dans le renforcement de notre engagement commun en faveur de la recherche et de l'innovation au service du développement durable au Bénin et au-delà. La recherche scientifique, appuyée par des innovations technologiques adaptées à notre contexte, est la clé pour ouvrir la voie à un développement durable et harmonieux. La production scientifique et l'innovation technologique doivent s'accompagner d'une valorisation
de nos acquis de recherche, d'une connaissance des savoirs endogènes et d'une protection adéquate à travers la propriété intellectuelle, le label InBénin. Pour les 4 jours qu'ont duré les travaux, diverses activités ont été menées, à savoir des conférences, des tables rondes et des communications. De nombreuses innovations de chercheurs, enseignants et doctorants ont aussi été présentées. Je l'annonçais en titre à travers une soirée dénommée la Nuit des Premiers, l'école supérieure de management. USM Bénin a célébré dimanche dernier ses meilleurs diplômés au titre de l'année académique 2022-2023. Placé sous le signe de la promotion de l'excellence, l'événement parrainé par le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, s'est déroulé au Palais des Congrès en présence de plusieurs acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le compte rendu est signé Hugues Vingbe. Ils sont 8 à être célébrés. Des outils pédagogiques et des moyens de déplacement constituent les prix qui ont été remis à ces hommes et femmes ayant porté haut l'étendard de l'école supérieure de management. Ces lauréats sont les premiers du Bénin dans leurs filières respectives à l'issue des examens nationaux de licence et master édition 2023. Depuis donc l'instauration des examens nationaux de licence et de master, l'école supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. USM Bénin, c'est une centaine d'enseignants de qualité, autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bien entendu, il s'agit des enseignants qui bénéficient d'une autorisation pour des filières bien précises. Et USM Bénin, c'est la promotion de l'assurance qualité. Partant du contexte actuel marqué par la fuite des compétences vers l'Occident, l'édile de Cotonou, parrain de cette cérémonie, lance un appel. Je pense qu'il faut apprendre à nos enfants à réfléchir. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par passion qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Les premiers des filières de l'ESM au plan national sont également récompensés. Rendez-vous de célébration de l'excellence, la nuit des premiers de l'ESM, c'est aussi plusieurs prestations culturelles qui ont émerveillé le public. C'est sur cette bonne note que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.